Bonjour à tous, merci et bienvenue pour cette 7e édition des Victoires des leaders du capital humain et pour cette dernière conférence de la journée. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer une conférence sur le thème de l'engagement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander aux participants, à mes speakers de se présenter avec à chaque fois votre entreprise, votre fonction et puis quels enjeux rapidement votre périmètre et quels enjeux auxquels vous êtes confrontés. Je commence par vous, Jean-Marie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Jean-Marie Lambert, DRH de groupe Veolia depuis 10 ans. 40 ans d'activité dans la fonction ressources humaines, donc ça vous donne à peu près mon âge approximatif, sans être trop fort en calcul. Donc Veolia, au-delà de ce dont on parle beaucoup dans l'actualité, sur laquelle je ne reviendrai pas, les enjeux du groupe Veolia, c'est de maintenir et de développer les services essentiels comme l'eau, la propreté et l'énergie, dans le contexte que vous connaissez, et donc d'accroître notre présence, notre développement, et de nous mettre au service de la transformation écologique. 170 000 salariés dans le monde et dans un peu plus de 40 pays. Merci Jean-Marie. Anne-Laure. Bonjour, Anne-Laure Pams, Grant Alexander. Je suis directrice de la practice Leadership Development. Chez Grant Alexander, nous sommes un groupe de conseils RH qui a 3 lignes d'activité. Le métier historique qui est la chasse de tête, Executive Search, une activité de management de transition et une dernière qui est donc du conseil RH que je représente aujourd'hui. Et notre vocation chez Grant Alexander, c'est d'accompagner les organisations et leurs leaders sur l'enjeu de leurs problématiques RH, que ce soit pour l'identification, de l'évaluation, de l'intégration ou la mobilisation des talents. Merci. Pensez avec vous. Laurent Camus, bonjour. Je travaille à MBDA. MBDA, c'est l'ancien Matra Défense qui a fusionné avec des entreprises en Angleterre, BA Dynamics, en Italie, Alenia Marconi, en LFK en Allemagne. Aujourd'hui, c'est un groupe international de 12 000 personnes sur plusieurs pays qui est dans un domaine particulier puisqu'on fait des systèmes de missiles. Et donc, on est le numéro 2 mondial des systèmes de missiles. Donc moi, au sein de MBDA, je suis en charge de tout ce qui est Learning and Development et l'engagement des employés. J'ai une expérience de 25 ans dans la technique et ensuite 15 ans dans les ressources humaines. Merci beaucoup Laurent. Guillaume. Bonjour et ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. Je suis donc Guillaume Dupuis, je suis le directeur du développement commercial pour le groupe People and Baby. J'ai donc en charge l'ensemble des activités commerciales du groupe. Les enjeux du groupe sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est bien évidemment d'accompagner les parents et les enfants que nous accueillons chaque jour dans nos crèches afin de leur délivrer le service le meilleur possible. Le deuxième enjeu est bien évidemment d'accompagner les entreprises qui sont derrière ces parents et ces enfants pour leur proposer des solutions de parentalité afin de fidéliser leurs collaborateurs et d'attirer les talents. Et le dernier enjeu est un enjeu lié à l'entreprise et à son développement. On veut continuer notre développement en France et asseoir notre position de leader et continuer à accélérer notre développement à l'international qui a commencé depuis maintenant 5 ans. Merci Guillaume. Enfin Caroline. Oui, bonjour à tous et toutes. Caroline Garnier, donc je suis DRH pour la société SAP France. Donc SAP est un groupe international allemand, leader sur le domaine des applications et des solutions de logiciels à destination des entreprises. Donc notre métier est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, donc sujet particulièrement d'actualité actuellement avec la période que l'on vit. Nos challenges sont comme toutes les sociétés de notre domaine, je dirais la transformation et le mouvement sur le cloud. Donc on a des forts enjeux de transformation aussi interne et d'adaptation de nos salariés, donc en matière de formation. On est une société qui a un ADN basé sur vraiment l'innovation et la créativité, donc on met en place pas mal d'initiatives de ce côté-là d'un point de vue RH. Et aussi on est dans un domaine très dynamique, donc on a toujours un challenge de fidélisation, d'engagement de nos collaborateurs et de rétention.
Merci beaucoup Caroline. Du coup, vous allez garder la main. Le défi de l'engagement, mobiliser, souder, réinventer. La première question finalement qu'on s'est posée en préparant cette conférence, c'était comment est-ce qu'on le mesure, l'engagement, c'est quoi les critères? Et puis pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Pourquoi est-ce que l'engagement est devenu la clé du développement de l'entreprise presque? Voilà, dites-moi votre avis sur... Alors effectivement, je pense que l'engagement, actuellement, on se pose beaucoup de questions autour de l'engagement des collaborateurs, notamment pour les entreprises qui sont en virtuel, comme on peut l'être, en tout cas nous chez SAP, puisqu'on voit moins les collaborateurs. Donc l'engagement se mesure, à mon sens, de plusieurs manières. Déjà par les résultats, business, ça c'est assez simple, je dirais, les résultats chiffrés, mais aussi par le bien-être de nos collaborateurs et leur fidélisation, justement, et la manière dont ils répondent à un certain nombre de surveys. Donc nous, au sein des SAP, on fait régulièrement des surveys. On fait une grande survey, une grande enquête annuelle qui s'appelle Unfiltered. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire sans filtre. Donc vraiment, on attend que nos collaborateurs nous livrent leurs attentes et leurs points d'attention et ce qui leur plaît dans l'entreprise. Et on a des questions effectivement dans cette enquête autour de l'engagement. Ça peut être aussi, est-ce que vous recommanderiez SAP à d'autres personnes? Donc on a un certain nombre de questions comme ça qui nous permettent de travailler sur l'engagement. Ensuite, on fait des enquêtes relativement de manière régulière, puisqu'on a la chance d'avoir Qualtrics qui est une société donc SAP a racheté et qui est une société qui fait de l'enquête intelligente, on va dire, donc sur l'expérience notamment client ou collaborateur, et qui au-delà des résultats chiffrés donne aussi des recommandations en fait d'amélioration. Et par rapport à ces enquêtes-là, on a aussi, on a des programmes que l'on met en place avec l'aide de nos collaborateurs pour travailler sur l'engagement et qui visent justement à leur donner, je dirais, quelque part, à contribuer à la quête de sens que recherchent un certain nombre de collaborateurs au-delà de leur activité qui peut être passionnante par ailleurs, mais on voit que, notamment les nouvelles générations, mais pas que, ont des envies en fait de contribuer sur le plan sociétal, de travailler pour une entreprise citoyenne. Et donc, nous, on a plusieurs programmes qui permettent justement de proposer à nos collaborateurs de coacher, par exemple, des startups à impact social, de travailler avec les décodeuses qui sont donc des femmes en réinsertion et qui sont formées sur la technologie, etc. etc. Et on a donc nos collaborateurs qui ont mené une enquête auprès de ces mentors de startups, impact social notamment. Et ce qu'il en ressort, c'est effectivement que ce sont des programmes qui sont de nature à fidéliser nos salariés, à les rendre plus heureux. C'est ce qui ressort, c'est que les mentors millennials disent « je reste chez SAP parce qu'il y a ce type de programme qui est proposé ». Ceux qui sont moins millenniums disent ça nous rend plus heureux au travail, donc à 80%. Donc on voit vraiment qu'il y a des programmes, des choses qu'on peut mettre en place avec un objectif, je dirais, plus RSE finalement, sur l'amélioration du monde et de la société au sens large, qui sont des programmes qui contribuent à l'engagement des collaborateurs, à mon avis. Merci beaucoup Caroline. On va y revenir sur la RSE et sur tous les dispositifs qui permettent d'accroître l'engagement des collaborateurs. Si on revient sur ces critères finalement d'engagement, peut-être que Anne-Laure, vous avez une façon, vous conseillez plusieurs entreprises. Est-ce que vous pouvez voir finalement ce qui fait qu'on estime qu'un collaborateur est engagé, plus ou moins engagé? Alors, je le pense sur deux plans. Le premier, c'est celle de notre entreprise, parce que nous sommes aussi une entreprise, bien que nous accompagnions d'autres entreprises. Et déjà, cette notion d'engagement et de mesure, ça c'est un retour d'expérience. Nous-mêmes, après le premier confinement, nous avons mesuré en fait le niveau, on va dire l'état mental et puis les aspirations des collaborateurs au sein du cabinet. Donc, on a mené une enquête à la fois pour savoir déjà comment ça allait, et puis la façon dont les collaborateurs souhaitaient se projeter pour l'avenir et ce qu'ils avaient envie de faire. Donc c'était pour nous une façon aussi de mesurer où est-ce qu'ils avaient envie de placer leur engagement à côté de leur métier et vers quoi ils avaient envie
dans quoi ils avaient envie de s'inscrire et qu'est-ce qu'ils voulaient faire au sein du cabinet. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très porteur. Pour nous, ça a été l'occasion de mettre en place beaucoup de projets transversaux dans l'entreprise, ce qui a permis à l'occasion de créer aussi du lien et que des collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble puissent travailler ensemble. Donc ça a renforcé ce sentiment d'engagement et d'appartenance. Et puis effectivement, il y a les entreprises que nous accompagnons. Cette notion d'engagement, c'est pas un sujet nouveau. On va dire quand même, c'est là effectivement la crise du Covid, c'est un exhausteur, mais les problématiques d'engagement, de cohésion, c'est quand même un sujet sur lequel nous sommes régulièrement interpellés et sur lequel nous intervenons souvent d'entreprise, sur la cohésion d'équipe, sur l'alignement de vision de la direction, sur le déploiement et l'adhésion de la vision par l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas nouveau pour nous au sein du cabinet. En revanche, ce qu'on voit avec la crise d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette distanciation, le full télétravail pour certaines entreprises, se pose la question du lien. Caroline le disait, la question du sens aussi, quel est le sens que l'on donne à nos actions, et ce sentiment d'appartenance qui peut être un peu malmené. Donc, nous sommes effectivement particulièrement sollicités ces temps-ci sur ces sujets-là. La façon dont nous le faisons, finalement, on fait ce qu'on s'est appliqué à nous-mêmes déjà. C'est aussi beaucoup l'utilisation d'outils digitaux. On travaille en partenariat avec une personne qui a développé un outil digital absolument incroyable qui permet d'aller scanner les organisations et d'aller vraiment voir où sont les leviers d'engagement, d'aller voir où sont les irritants aussi. Et donc ça permet d'élaborer des hypothèses justement d'amélioration et d'interroger, de tendre le micro aux collaborateurs sur l'ensemble des périmètres pour savoir jusqu'à quel point ils sont en phase avec les valeurs de l'entreprise, quelles sont celles qu'ils ont envie d'incarner, qu'est-ce qu'ils attendent de leur direction, qu'est-ce qu'ils attendent de leur management de proximité aussi. Et tout ça, ces résultats d'enquête, ça nous permet de pouvoir élaborer donc, toutes les hypothèses d'amélioration sur la base de remontées réelles, sur du verbatim, sur de la quantification, et de pouvoir du coup mener des projets transverses sur l'ensemble de l'entreprise et qui engagent à la fois les dirigeants, mais les collaborateurs. On est vraiment dans des systèmes, on va dire, top-down et bottom-up, qui permettent du coup d'engager tout le monde. Les collaborateurs se sentent écoutés, ce qui est fondamental dans cette période-là où quand même l'isolement est très important, donc ils se sentent écoutés. Et du coup, ça permet ces temps-ci de mener des opérations de recréation et de réinvention en fait, du lien et du sentiment d'engagement. Merci beaucoup. Laurent, pourquoi est-ce qu'il faut être engagé finalement? Pourquoi est-ce qu'on tient tant à l'engagement du collaborateur? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Je pense que c'est effectivement une préoccupation pour tout le monde. L'engagement des employés, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça dépend aussi des marchés sur lesquels on est, le marché du travail. Nous, on est sur 5 différents pays. Les problématiques sont différentes en fonction des pays. Et donc, la problématique de l'engagement est liée au marché, mais également à la culture de l'entreprise. Et les cultures sont différentes dans les différents pays. Donc nous, disons qu'on regarde un petit peu les facteurs d'engagement. Il y a des facteurs qui sont intrinsèques. Nous, on a une société de très haute technologie, donc on accueille beaucoup les ingénieurs et on attire les ingénieurs. On a des facteurs aussi intrinsèques qui sont liés à la localisation. Quand vous êtes à 80 km de Munich ou à Bourges, le bassin d'emploi est fait essentiellement par l'entreprise, donc ça attire forcément les gens. Et je dirais que c'est un facteur intrinsèque d'engagement. Après, le deuxième facteur, c'est la politique société, les salaires, les bonus, les avantages congés, etc. Donc ça, beaucoup de sociétés ont un certain nombre d'avantages. Et puis le troisième, c'est la culture du management. C'est vraiment la façon dont on traite les employés, la façon dont on les considère. Donc nous, on a essayé effectivement de regarder un petit peu comment ont évolué les employés, je dirais, depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même certains temps, c'était plutôt le serviteur, c'est-à-dire la personne qui est là au service de la société. Alors le serviteur, dans l'image classique, on ne veut pas qu'il se développe et il n'a pas d'autonomie. On a un droit de vie sur sa vie professionnelle et sur sa vie privée. Après, on est passé plutôt à l'employé, où lui, là, il maîtrise un peu sa vie privée, mais il ne maîtrise pas sa vie professionnelle. Et il a plutôt un désir de se développer, et c'est l'intérêt de l'entreprise de se développer. Puis maintenant, on arrive aux contributeurs. Aujourd'hui, aux contributeurs, où on a de moins en moins de prise sur sa vie professionnelle et sa vie privée. Et la vie professionnelle, il a tendance à l'organiser un peu comme il veut.
Et puis, évidemment, ils cherchent à se développer, mais surtout à trouver des rôles intéressants, un travail intéressant. Donc, toute la problématique, c'est de proposer de l'intérêt au travail. Donc, je pense que le principal paramètre, c'est le sens au travail, l'autonomie, vraiment avoir quelque chose de positif à faire, et que les gens puissent d'eux-mêmes choisir un petit peu la façon dont ils travaillent et les rôles qu'ils jouent dans l'entreprise. Merci beaucoup Jean-Marie. Alors comment est-ce qu'on intéresse le salarié ou le collaborateur d'aujourd'hui qui est passé de serviteur à employé, à collaborateur, à talent? Alors déjà, une petite remarque liminaire. Veolia mène des enquêtes d'engagement depuis très longtemps. On a commencé par le faire pour les 5000 principaux cadres du groupe, et progressivement, on a étendu à la totalité du personnel d'un certain nombre d'unités en France et dans le monde. Donc aujourd'hui, l'enquête d'engagement qu'on a menée, par exemple, l'an dernier, elle a couvert 90 000 salariés sur les 170 000. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner une idée, tout le personnel marocain, tout le personnel allemand, tout le personnel américain, évidemment les personnels de l'eau et de la propreté en France, les sièges et beaucoup, donc, les personnels tchèques. Alors l'intérêt de cette enquête, bien entendu, c'est que ça nous permet, on fait ça avec Ipsos, donc on a des comparaisons avec d'autres groupes et des secteurs d'activité similaires. On a d'excellents résultats, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous le dis. Et on a eu en particulier de très très bons résultats, à la fois en participation, ce qui est une gageure parce qu'on a quand même plus de 80% de nos collaborateurs qui ne sont pas des cols blancs. Donc plus de 80% de participation, avec un taux d'engagement qui dépasse les 90% dans la plupart des unités. Ce qui est très directement lié d'ailleurs, on y reviendra sans doute, à la façon dont l'entreprise a géré la pandémie l'année dernière. Ça a beaucoup renforcé nos résultats qui étaient déjà bons et qui là sont devenus excellents. D'autre part, le point essentiel, c'est que les résultats, on peut les ventiler aussi à l'intérieur d'un pays par bassin d'emploi ou par territoire, ce qui permet aussi de bâtir des plans d'action, puisqu'une enquête d'engagement ne vaut que si on peut construire des plans d'action. Alors pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait que le personnel est engagé? J'ai un peu de mal avec ce terme d'engagement qui fait un peu légion étrangère. Je n'ai rien contre la légion étrangère, mais passer de serviteur à soldat, ce qui est très noble aussi. Mais disons que ce qui fait que le personnel est engagé, prenons ce terme puisqu'il n'y en a pas d'autre, c'est d'une part la conscience de la qualité de sa mission et du service qu'il rend au public. Alors c'est vrai que dans nos métiers, c'est plus facile. C'est plus facile, surtout en période de crise, quand il y a des urgences sanitaires, quand il y a des services aux collectivités. Il est clair que nos collaborateurs, en particulier ceux qui sont en première ligne, ce sentiment de fierté renforce le sentiment d'appartenance. Il y a d'autre part un autre point qui est essentiel pour l'engagement, c'est le respect. Le respect du contrat de travail, puisqu'il ne faut pas oublier, alors je ne vais pas faire du marxisme primaire, ce qui pourrait m'arriver parfois, mais la première base du salariat, c'est quand même le contrat de travail et vendre sa force de travail. Donc le respect du contrat de travail, que ce soit en termes individuels et collectifs, est un point absolument essentiel si on veut effectivement que les salariés, que les collaborateurs soient engagés dans l'entreprise. Enfin, il y a évidemment un point qui est une porte ouverte, c'est la qualité du management, la proximité et la valeur d'exemple, et le respect des engagements qui sont pris. Bon, Veolia était une des premières entreprises à se doter d'une raison d'être. Il est clair que cette raison d'être, si on ne veut pas que ça soit uniquement de la com, pour être clair, ça veut dire que l'ensemble du management, du plus haut niveau jusqu'au chef d'équipe, doit être conforme à ce que l'on prétend être. Et donc ça, c'est un point absolument essentiel. C'est pour ça que l'aspect formation professionnelle est capital dans ce sujet-là. Enfin, il y a un dernier point, on parlera des rémunérations, etc., je suppose, mais il y a un dernier point qui est capital aussi, si on veut que les collaborateurs soient engagés. Il faut qu'ils se sentent informés, voire partie prenante, aux changements qui les concernent eux. Pas seulement au changement stratosphérique du groupe, mais aux changements qui les concernent eux et à tous les niveaux. Il faut qu'ils soient partie prenante. Et puis enfin, d'autre part, la progression professionnelle est essentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans une entreprise de main-d'œuvre comme la nôtre, les collaborateurs peuvent se dire « je peux rentrer à un certain niveau » et pour reprendre la métaphore militaire, j'ai dans ma giberne le bâton de maréchal, c'est quelque chose qui effectivement renforce les valeurs d'engagement à partir du moment en plus où on a des exemples à montrer. Merci beaucoup Jean-Marie. Guillaume, je laisse la parole. Comment est-ce que vous accompagnez justement cet engagement et ce que vient de décrire d'une façon assez générale en abordant tous les sujets qu'on va finalement détailler, Jean-Marie?
Alors d'abord, juste pour préciser, l'engagement pour moi c'est quelque chose de clé pour l'entreprise puisque de l'engagement du collaborateur décline la performance de ce collaborateur et l'association de la performance individuelle de chaque collaborateur détermine la performance de l'entreprise. Il est donc clé pour l'entreprise d'engager chacun de ses collaborateurs à son niveau et cette association fera une entreprise performante. Ensuite, chez People & Baby, on a 2 niveaux de mesure de l'engagement des collaborateurs et 2 niveaux de vigilance sur cet engagement. Il y a un niveau qui est très basique, qui est le quantitatif. On détermine tout un tas de KPI qui sont des KPI d'activité par rapport à chacun des postes au sein de l'entreprise et qui permet d'évaluer la performance. Et comme je l'ai dit, la performance est liée à l'engagement et donc d'avoir des warnings sur un engagement ou éventuellement un désengagement. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le qualitatif, où là, historiquement, nous étions sur des choses assez classiques, des entretiens annuels, des entretiens d'évolution, des routines managériales organisées entre les collaborateurs et leur management, des enquêtes de satisfaction collaborateur. L'année qu'on vient de vivre nous a fait nous remettre en question et vouloir aller un peu plus loin que ces choses que je qualifierais d'un peu basiques. Il y a 2 choses qu'on a fait. On a essayé de travailler à la fois sur le quantitatif et sur le qualitatif. La première chose, sur le quantitatif, au-delà d'intégrer des KPI de performance sur le business, on a également intégré des KPI d'implication et de bien-être des collaborateurs au sein de nos bureaux. Ça permet à chaque manager de pouvoir mesurer et l'implication, mais aussi surtout le bien-être du collaborateur. Le deuxième niveau qu'on a pu mettre en place, qui est plutôt lui au niveau du qualitatif, c'est tout ce qui concerne déjà la multiplication des points de rencontre. On avait des routines managériales qui étaient organisées à une certaine régularité. Avec le confinement et avec tout ce qu'on a connu, on a essayé de multiplier ces points de rencontre pour créer encore plus de proximité entre nos collaborateurs et leurs managers. Ça permet de mesurer la motivation, mesurer l'implication. Ça permet aussi de fixer des objectifs et on l'a dit à plusieurs reprises, ces objectifs permettent 2 choses. La première, c'est de donner du sens. C'est où est-ce que je t'attends et si je t'attends à cet endroit-là, pourquoi je t'attends là. Donc c'est quelle est la nature propre de ta mission et quel est le sens qu'on peut donner à ta mission. Le deuxième raison aussi d'une fixation d'objectifs assez clairs, c'est aussi de donner de la perspective. On était dans une période où nos collaborateurs ne savaient pas de quoi serait fait le lendemain. Est-ce qu'on allait encore rester à la maison? Est-ce qu'on allait pouvoir ressortir? Est-ce que la pandémie allait croître ou est-ce qu'elle allait décroître? Notre objectif a été de leur dire, au-delà de ces problématiques-là, tu as un emploi et cet emploi, il est capable de te donner des perspectives pour demain, pour dans une semaine, pour dans un mois, pour dans un an. Donc on s'est aussi attaché à essayer de travailler sur les perspectives qu'on pouvait donner à nos collaborateurs. Enfin, on a essayé de leur donner, dans l'objectif de les aider à créer ce lien avec les collaborateurs, tout un tas d'outils. Donc notamment, on a lancé des modules de formation qu'on a donnés à chacun de nos managers qui permettaient à ces managers de pouvoir profiter de ces temps qui étaient parfois un peu plus calmes pour malgré tout continuer à développer nos collaborateurs par l'intermédiaire de ces modules de formation. Et on a également réfléchi à des initiatives RSE et je pense qu'on sera amené à en reparler tout à l'heure. Et notamment, on a voulu aussi impliquer une partie de nos collaborateurs dans le monde associatif, dans l'objectif là aussi de donner du sens à côté du sens donné par le travail, mais donner peut-être du sens à la vie et d'impliquer l'entreprise dans ce sens-là. Merci Guillaume. La question du sens au travail, c'est essentiel, je crois, dans les discussions qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est pas plus facile de donner du sens dans certaines industries que dans d'autres? Je compare SAP peut-être et Veolia. C'est une question pour moi? C'est pour vous, Caroline. Merci. Ou pour tout le monde, non, mais... Alors, est-ce que c'est plus facile de donner du sens dans un domaine, dans une industrie que dans l'autre? Je ne sais pas. En revanche, il y a certainement différentes manières de donner du sens et effectivement, là, ça peut être effectivement en lien avec l'activité de l'entreprise. Après, je pense que le rôle du manager est important d'en donner du sens, effectivement, et ça, je pense que c'est valable quel que soit le domaine. Ce qu'il est important, à mon avis, de faire, c'est donner
un lien, c'est de faire percevoir le lien aux salariés entre la stratégie élaborée par un groupe à un certain niveau et sa contribution à cette stratégie. Quand il comprend effectivement comment lui, à son niveau, il contribue à cette stratégie, je pense qu'il y a déjà un grand pas de fait dans justement la satisfaction de son activité au quotidien et comment on contribue donc au succès de l'entreprise et à son propre succès. Après, je pense que dans cette effectivement quête de liens, de sens, etc., il y a aussi un domaine qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est que le manager doit aider aussi le collaborateur à se projeter dans le futur. Et pour ça, alors nous, au sein des SAP, on a arrêté justement de faire des entretiens annuels avec des objectifs et un résultat en fin d'année. Et on a instauré un dialogue en continu, donc qui est plus axé, alors effectivement, on parle des objectifs toujours et des résultats, mais qui est très axé développement des collaborateurs. Et donc, ça instaure tout au long de l'année une discussion entre le manager et le collaborateur sur qu'est-ce qu'il veut faire, comment on l'accompagne dans cette démarche-là. On a beaucoup de mobilité, que ce soit sur des postes ou à l'international chez SAP. C'est des choses qui se construisent un petit peu au fil du temps. Et c'est un point aussi, je pense, qui est très important pour l'engagement, la motivation des collaborateurs qui puissent se projeter dans les années qui viennent. Après, on en parlait aussi, c'est Jean-Marie, je crois, qui citait le fait qu'on a tous des valeurs affichées dans nos entreprises. Ce qui est important, c'est que le management de cette entreprise, quel que soit le niveau, incarne ces valeurs et vraiment les fasse vivre. Parce qu'on peut décréter des valeurs, si personne ne les ressent dans l'entreprise, je crois que la dichotomie, il n'y a rien de pire pour l'engagement des collaborateurs. Donc après... Nous, on expérimente d'autres choses aussi au sein des SAP, c'est-à-dire du management un peu différent et on expérimente actuellement le travail en tribu. Donc sur certains groupes, notamment dans la partie R&D. Donc c'est des groupes qui se constituent, donc on est même en train de travailler pour les regrouper physiquement quand on sera au bureau par tribu, c'est-à-dire plutôt par domaine d'activité, par projet, etc. et moins par équipe à proprement parler avec j'ai mon manager et mon équipe autour, ce qui n'est déjà pas forcément le cas chez nous. Mais voilà, nous, les choses auxquelles on réfléchit pour que les gens se sentent bien et puissent collaborer. N'oublions pas que nous, on est quand même dans un domaine où on a besoin de créativité et d'innovation, donc tout ce qui peut favoriser aussi cela est important pour nous. Je ne sais pas si ça répondait à votre question initiale. Mais... Merci Caroline. Je t'en prie, Jean-Marie. Oui, simplement pour renforcer ce que vous dites, il y a un premier point, effectivement, si on veut que les salariés aient du sens à leur travail, il y a l'aspect individuel qui joue. Ça, j'y reviens pas, on en a parlé. Il y a aussi l'aspect collectif et la fierté elle est aussi donnée par les clients. À partir du moment où les clients sont satisfaits des prestations, ça se sait. À partir du moment où le contrat est géré intelligemment et que le client, qu'il soit industriel, élu, etc., le reconnaît, ça donne une fierté collective et ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier le client dans cette affaire. Tout à fait. Enfin, il y a un dernier point, ça c'est ce qu'on a fait depuis le début, le fait d'être un groupe international. Depuis quelques années, on en profite à plein, dans la mesure où, par exemple, on fait chaque année un recueil des initiatives ressources humaines dans le monde, qui sont des initiatives qui sont classées en plusieurs catégories, je ne vais pas les détailler. Et par exemple, ça va aussi bien de la santé-sécurité jusqu'aux initiatives sociétales. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les populations? Qu'est-ce qu'on fait pour inclure en fait, des populations en difficulté? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, on a des initiatives sur l'inclusion des aborigènes en Australie, des initiatives sur l'inclusion d'anciens détenus en Angleterre. Et ça se sait, on a fait un réseau mondial, ce qui fait qu'on a des collaborateurs, d'ailleurs, qui sont souvent dans leur coin, enfin dans leur contrat, mais qui sont très fiers d'appartenir à un groupe qui fait tout ça. Et donc le fait de populariser toutes ces actions et ce que fait le groupe pour la collectivité, ça renforce le sentiment d'appartenance, y compris de collaborateurs qui, eux, ne se sentiront peut-être jamais de l'endroit dans lequel ils travaillent parce qu'ils n'en ont pas envie ni la possibilité. Donc ça, à mon avis, c'est essentiel. Et je pense que dans le cas sentiment d'appartenance, engagement, etc., le fait que les collaborateurs se sentent comme faisant partie d'un tout, qui œuvre au service de la collectivité, des clients et des populations, y compris de l'inclusion sociale, en développant l'apprentissage et ce genre de choses, c'est quelque chose qui donne un sentiment de fierté qui est essentiel.
Et qui donc donne du sens finalement. Voilà. Sans parler de... Merci. Laurent, oui, je vous en prie. Oui, je voudrais revenir sur le rôle du management parce que c'est vraiment clé pour moi. Et alors, ce qu'on a introduit à MBDA, c'est une notation, une évaluation sur à la fois le comportement et la performance. Donc, quelqu'un ne peut pas être en très bonne performance s'il n'a pas un comportement aussi qui est exemplaire. Donc, on a essayé de donner un poids un petit peu au comportement, ce qui est assez rare. En général, on jugeait plutôt sur la performance et les résultats, les objectifs de performance. On a aussi distingué nos experts de nos managers. On a fait une filière expert spécialisée pour que les gens qui sont experts puissent monter en grade, en salaire, en grading, sans passer par le management. Parce que malheureusement, dans les sociétés très techniques, c'est souvent des techniciens experts qui sont managers, ce qui fait qu'ils sont mauvais managers. Alors, ceci dit, si je reviens sur les comportements, si vous ne pouvez pas évaluer les comportements, mais de manière très, très claire, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur le tableau, on attend ces comportements-là, mais si vous ne pouvez pas les juger, malheureusement, c'est souvent des mots en l'air. Et c'est notamment difficile avec les top managers. Il y a une étude d'une sociologue, Dr Ina Inesi, qui est parue il y a 3-4 ans dans le journal de psychologie sociale, qui montre que les top managers ont une tendance, parce qu'ils sont arrivés là, à se considérer comme supérieurs. Et à partir du moment où ils sont supérieurs, puisqu'ils sont arrivés là, ils ont tendance à considérer que les autres ne sont pas fiables, sont moins bons qu'eux, et qu'il faut les commander, qu'il faut les surveiller, sinon ils font n'importe quoi. En plus, celui qui arrive en haut de la pyramide, il a moins besoin d'empathie, parce qu'il n'a pas besoin de se mettre à la place de l'autre ou dans les chaussures de l'autre. Si quelqu'un il ne comprend pas, il peut le saquer, il peut l'ignorer, il peut le punir, il a tout pouvoir. Donc cet article très intéressant qui s'appelle « Comment le pouvoir détruit le cerveau », donne quand même un aspect intéressant à cette problématique du rôle des managers. Et en fait, quand on parle de pouvoir engager les gens, il faut bien voir aussi qu'on attend un rôle différent du manager. Vraiment, c'est plus du tout la personne qui sait, qui dirige, qui pilote, qui montre le chemin, mais c'est plutôt celui qui crée le contexte, qui va permettre aux gens de s'exprimer, de travailler dans des bonnes conditions. Et notamment, ça suppose qu'on leur fait confiance, on leur donne une délégation, on leur permet d'avoir des erreurs, on leur donne le droit à l'erreur, on leur permet de prendre des risques. Et tout ça, ce n'est pas du tout dans la culture managériale et c'est encore moins dans la culture liée à notre système éducatif. Donc il y a un gros travail à faire. Je peux vous dire, à MBDA, on met en place un certain nombre d'outils, mais on n'est pas encore arrivé parce qu'il y a toute une culture à changer. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, il y a Caroline et... Juste réagir sur la partie empathie du manager, parce que je crois que moi, un bon manager, quel que soit son niveau, c'est celui qui arrive à écouter ses collaborateurs et qui a une empathie, et ce qui n'empêche pas de faire un feedback négatif si nécessaire, mais qui arrive justement encore à être proche du terrain et à se comporter et à ressentir les mêmes choses que ressent n'importe quel collaborateur. D'abord Anne-Laure et ensuite Bien sûr, bien sûr. Moi, je vais revenir sur 2 points, mais qui sont assez liés, où on parlait à la fois des valeurs de la culture et puis après des soft skills du manager, parce que tout est assez lié. Ce qu'on voit souvent, c'est que effectivement, les valeurs affichées et proclamées par une entreprise, assez régulièrement, sont quand même très différentes des vraies valeurs de fonctionnement de l'entreprise. Et on touche à la culture. Donc il y a déjà un problème souvent d'inadéquation entre ce qui relève de l'aspiration et ce qui relève de la réalité. Donc ça crée déjà parfois un schisme entre ce qu'on a envie d'afficher d'un point de vue marketing, de bonne foi, de ce qu'on veut, et finalement la réalité de fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Et donc, du coup, ça crée une fracture, justement, parce que comment parler d'incarnation des valeurs, c'est si les valeurs de fonctionnement sont en décalage avec les valeurs affichées, comment peut-on incarner pleinement, à la direction, sur le management intermédiaire et jusqu'à la base, ces valeurs-là. Donc ça, c'est un premier point. Et je glisse légèrement, parce que je rebondis sur ce que disait Laurent sur les soft skills du manager. Nous, on travaille souvent sur des leadership models avec des entreprises. Et les leadership models, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller finalement faire le portrait robot, non pas en termes de savoir-faire, mais en termes de savoir-être des managers, des hauts potentiels, mais pas que, enfin des managers que l'on souhaite intégrer. Et nous, on travaille particulièrement avec les solutions Hogan, où on va vraiment aller évaluer le leadership. Et on peut voir justement ces notions d'humilité, ces notions d'empathie, d'écoute. Je pense à un exemple particulièrement d'un codir, où il voulait, parmi les valeurs affichées, renvoyer celle de partage
et de proximité. Quand on avait évalué l'ensemble du CODIR, dans les valeurs de fonctionnement, ils avaient plutôt une appétence pour l'autonomie et l'indépendance. C'est OK, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, il n'y a pas de bon ou mauvais style de leadership, mais comment un collectif qui est majoritairement collectivement drivé par l'indépendance, l'autonomie, l'entreprise de soi, peut faire vivre dans son organisation des valeurs de proximité et de partage. Donc, les deux points sont liés, c'est-à-dire que travailler en amont justement sur qu'est-ce qu'on attend de nos managers, déjà nous dirigeants, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner, qu'est-ce qui est fondamental pour nous, est-ce qu'on se connaît vraiment déjà, est-ce qu'on se connaît individuellement, est-ce qu'on se connaît collectivement, parce que c'est un collectif de pairs quand même qui agit de concert. Et du coup, qu'est-ce qu'on attend des personnes qui vont être nos points de relais en fait dans l'entreprise, notre maillage? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Est-ce qu'on attend qu'ils soient dans l'empathie? Est-ce qu'on attend qu'ils soient dans justement la mise en autonomie des collaborateurs? Et tout ça, ça se dessine en amont, ça peut se sécuriser. Donc ça suppose un peu d'humilité au départ aussi, et d'avoir une véritable vision sur ce que l'on décide pour l'organisation, pour aujourd'hui et pour demain, bien évidemment. Voilà, donc je rebondis parce que ce sont des choses qui se préparent. Merci Guillaume, et puis Oui, après je voulais Jean-Marie. juste revenir sur quelques points qui ont été évoqués. Enfin, déjà, cette distinction entre hard skills et soft skills, c'est vrai qu'historiquement, c'était les hard skills qui étaient uniquement regardés, évalués, et qui étaient les critères d'évaluation de la performance qui étaient les seuls à être regardés. Et je pense que dans le rôle du manager, mais aussi dans le rôle de la direction d'une entreprise, le fait de mettre en avant les soft skills est quelque chose de primordial. Et on l'a évoqué à plusieurs reprises quand on a évoqué le sens, quand on a évoqué l'implication, quand on a évoqué les données de la perspective, quand on a évoqué l'empathie. C'est quelque chose qui est primordial, puisque au-delà de être reconnu pour les résultats qu'on apporte, on est aussi reconnu pour la personne que l'on est et pour ce qu'on apporte au collectif, au-delà juste du résultat économique que notre mission peut apporter, enfin économique ou autre, mais que notre mission peut apporter. Je voulais aussi revenir sur l'empathie, parce que c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en entreprise, et je trouve que le terme est parfois mal interprété par beaucoup de managers. Ils interprètent l'empathie comme étant de la gentillesse. L'empathie n'est pas de la gentillesse. Et moi, j'arrête pas de le répéter aux managers, on n'est pas là pour être gentil en entreprise, on est là pour être empathique. Ce qui fait une grande différence, et je suis d'accord, l'empathie n'empêche pas d'avoir un retour négatif vers un collaborateur. La seule chose, c'est qu'il faut le faire de la bonne manière. Le but, c'est pas d'enfoncer le collaborateur, c'est de lui faire prendre conscience de ce sur quoi il doit travailler, lui donner des objectifs clairs, lui donner une échéance pour réaliser ses objectifs et de l'accompagner là-dedans. Et c'est vrai que beaucoup de managers ont tendance à privilégier le bâton sur justement la carotte, et j'arrête pas de prôner auprès des équipes de plutôt prôner la carotte que le bâton. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était la notion de fierté qu'on a évoquée tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Un collaborateur connaît sa mission quotidienne, il sait ce sur quoi on l'attend, il peut retirer de la fierté de cette mission quotidienne. L'entreprise se doit de le faire monter d'un cran et de lui donner de la fierté d'appartenir à un collectif. On en a parlé tout à l'heure et je pense que c'est quelque chose de primordial. On peut être satisfait en rentrant chez soi le soir de ce qu'on a fait pendant la journée, mais on doit plus globalement être satisfait de la mission globale que l'entreprise mène envers ses clients, envers la communauté dans laquelle elle est intégrée. C'est aussi ça qui va permettre d'impliquer encore un peu plus le collaborateur, parce qu'il va tirer un sens encore un peu plus fort de sa mission, pas uniquement un sens sur pourquoi je suis payé à la fin du mois, pourquoi mon manager me dit que je travaille bien, mais également du sens sur qu'est-ce que j'apporte à la société en faisant ce travail au quotidien. Et je pense que c'est des notions essentielles, et on commence un peu à parler là du rôle du manager, et je pense que c'est des notions que les managers se doivent d'avoir en tête et sur lesquelles ils doivent travailler et sur lesquelles ils doivent accompagner leurs collaborateurs. Merci. Je laisse rebondir Jean-Marc. Oui, alors juste 2 ou 3 points. Bon, premier point, sur le management, c'est vrai que ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'ai l'impression parfois d'entendre toujours les mêmes choses sur les soft skills, j'ai horreur de ce terme, les hard skills, etc. En fait, on tourne toujours un peu en rond sur ces définitions. On fait beaucoup aussi de sémantique sur le sens des mots. Ce que j'ai un peu tendance à dire, c'est que d'abord, il y a des métiers dans lesquels c'est plus facile que d'autres. Il faut être tout à fait honnête. J'ai toujours travaillé dans des entreprises de main-d'œuvre. C'est plus facile de combiner la technicité et le management, parce qu'un mauvais manager dans une entreprise de BTP ou dans une entreprise de service, il ne tient pas longtemps. Bon, donc c'est très empirique, mais c'est vrai que ça joue.
Il y a d'autre part un point sur lequel on a tous fait des progrès, c'est la qualification des bonus de fin d'année ou de début d'année et l'introduction de critères qui ne sont pas que des critères financiers dans ces bonus. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup aidé effectivement à structurer la pensée managériale et à structurer les attentes vis-à-vis du management. Donc ça, c'est aussi un point essentiel parce que ça redescend derrière. Quand on donne des objectifs qui ne sont pas que des objectifs quantitatifs, mais qui sont aussi des objectifs qualitatifs sur lesquels on est jugé, eh bien, effectivement, ça aide quand même à faire pénétrer un certain nombre de concepts. Alors il y a un point aussi sur lequel, qui est à mon avis essentiel, c'est que lorsqu'on formalise des chartes ou des raisons d'être, etc., il faut bien veiller à la façon dont on le fait. Nous, c'est vrai qu'on a eu un processus pour construire la raison d'être, où on a associé à la fois évidemment le conseil d'administration, le comité exécutif, mais aussi ce qu'on appelle des amis critiques de Veolia, qui sont des experts du monde associatif, entreprise, etc., qui nous ont aidés à la construire, et puis les représentants du personnel. Donc on a construit la raison d'être avec eux, ce qui était quand même une garantie. Alors ça n'a pas été triste, hein, parce que le texte a été quand même... C'était un vrai travail. Mais c'est vrai que du coup, ça nous a permis de travailler. Enfin, il y a un point qui a été essentiel pour nous. Alors je ne dis pas qu'il faut faire exprès de vivre des épreuves pour structurer le sens de l'entreprise, mais c'est vrai que la façon dont l'entreprise réagit à des épreuves, qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient structurelles ou qu'elles soient comme le Covid l'an dernier et cette année, c'est quelque chose qui permet de voir si ce qu'on dit c'est vrai. Et par exemple, une chose qui a beaucoup aidé, c'est que depuis le début de la crise du Covid, premier point, on n'a pas sorti tout le monde des bureaux, on a permis aux gens alors pas en mars, on a quand même été plus directif, mais depuis avril-mai, on a organisé les choses pour que les employés qui pouvaient travailler en télétravail puissent venir au bureau au moins 2 jours par semaine, pour ceux qui le souhaitaient, sur la base du volontariat. Le fait que l'on ait procédé au test de tous les volontaires dès le mois d'avril, je le dis aussi, nonobstant certaines instructions gouvernementales, et qu'on les proposait aux volontaires, ce qui fait qu'on a 40 000 collaborateurs en France qui ont été testés, le fait qu'on n'ait pas gambergé à donner les primes et à compenser le chômage partiel quand il fallait le faire, ça a donné de la crédibilité à la raison d'être, pour être très clair. Et ça, bon, je parle que de la France, mais dans les pays dans lesquels des dispositifs étaient similaires, on a pu le faire. Et le fait qu'aujourd'hui, on dise et on affirme qu'on est prêt à vacciner nos collaborateurs dès qu'on a les vaccins, et qu'on est organisé pour ça, ben ça, effectivement, ça donne de la crédibilité. Parce que, comme diraient certains, il y a la foi et les œuvres, c'est bien d'avoir des beaux textes, mais il faut aussi que les gens se rendent compte du fait que le management, au plus proche du terrain, est capable de faire appliquer ces textes, et que le président directeur général dans l'entreprise se mouille personnellement, et y compris réaffirme un certain nombre de choses avec vigueur. Ce n'est pas ce qu'on peut lui reprocher, c'est le contraire. Donc, effectivement, sur ces sujets-là, ça donne une crédibilité à tout ce que l'on fait. Merci Jean-Marie, ça nous permet ça permet ma transition sur la crise. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est quoi l'impact de la crise sur l'engagement des collaborateurs? Et alors, on va parler du télétravail, évidemment. Est-ce que le télétravail désengage? Est-ce que oui, je vous laisse le plus inspiré, là où la plus inspirée d'entre vous me répondre. Je vais peut-être démarrer. Alors, je vais vous donner mon sentiment personnel. Je n'ai pas le sentiment que le travail soit une source nécessairement de le télétravail soit une source nécessairement de désengagement. Je pense plus que c'est la manière dont on le fait vivre et la manière dont on l'organise qui peut être une source de désengagement. Et je pense une des premières leçons de cette année qu'on vient de vivre, c'est vraiment de devoir se remettre en question à tous les niveaux, vraiment au niveau managérial, comme on l'a dit, au niveau organisation du travail, au niveau outils mis à disposition des collaborateurs, etc., pour faire que cette situation qu'on subit, qu'on n'a pas choisie et sur laquelle on n'a pas le choix, on doit faire avec, on la vive de la meilleure des manières possibles pour l'entreprise, on la vive de la meilleure des manières possibles pour les collaborateurs. Et une des premières leçons qu'on a, nous, bien appris chez People & Baby lors de cette dernière année, c'est justement cette remise en question, cette réévaluation de tous les outils, de tous les modes de fonctionnement, de tous les process, pour faire qu'on puisse les adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Et j'irais même au-delà, je pense qu'en fait, on a découvert quelque chose qui nous ouvre des perspectives en tant qu'entreprise, où on se pose, comme beaucoup d'entreprises, la question de pérenniser le travail dans le temps et de donner plus de flexibilité à nos collaborateurs pour justement faire le choix qui est le leur du télétravail ou du travail en présentiel. Et c'est
ça donne particulièrement, enfin, ça résonne particulièrement chez People and Baby, puisque on travaille sur la qualité de vie au travail et on est au cœur de la qualité de vie au travail. Et est-ce que la qualité de vie au travail, c'est d'être au bureau tous les jours? Est-ce que la qualité de vie au travail, c'est d'être à la maison tous les jours? On peut se poser des questions et je trouve que cette année, malgré tout le lot de mauvaises nouvelles et de gestion de crise qu'elle a suscité, elle a comme bénéfice de nous avoir donné l'opportunité de nous poser des questions qu'on ne s'était jamais posées et qu'on ne se serait certainement pas posées aujourd'hui, mais peut-être dans plusieurs années, si jamais on n'avait pas vécu ça. Merci beaucoup. J'ai le chat en direct. Voilà, une question. On me demande, on vous demande. Compte tenu de la situation du Covid, maintenez-vous les promotions, augmentations et bonus? Ça ne change rien pour nous. Ça ne change rien pour nous, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, ça ne veut pas dire que les choses vont être extrêmement généreuses, mais on ne change pas la politique de l'entreprise du fait du Covid. D'abord, je rappelle que plus de 80% de nos collaborateurs ne font pas de télétravail. Donc ça aussi, ça joue aussi dans la façon dont on gère le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque de césure entre l'école bleue et l'école blanc. Le télétravail, s'il est mal géré ou s'il est permissif, peut effectivement aggraver cette césure. Donc c'est pour ça qu'il doit être géré, organisé. Et cela dit, on ne change absolument pas notre politique. On a fait un plan d'épargne groupe cette année, on a fait un actionnariat salarié, on a développé les outils RH comme d'habitude. Et il y a des directives qui concernent les révisions salariales et on ne les a pas changées du fait du Covid, pour ce qui nous concerne. D'accord, d'autres peut-être Non, nous, on n'a pas changé non plus. Les montants dépendent des résultats financiers, évidemment, mais tous les bonus, les participations, intéressements, plan d'épargne, tout a été maintenu. On a fait quelque chose d'un peu particulier dans l'évaluation pour 2020. On a simplifié un peu la grille. Et on a mis une catégorie vraiment très exceptionnelle, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment dû donner un coup de collier, l'informatique, un certain nombre de personnes, pour reconnaître le travail qui a été fait, notamment en avril, mars-avril, il y a eu vraiment un gros coup de collier. Donc on a fait une catégorie particulière pour ces gens-là. Sinon, globalement, le processus est resté le même. On ne voulait pas que justement les gens subissent déjà, en plus, les difficultés du Covid, et qu'en plus, ils soient lésés, je dirais, dans le processus. Vous avez récompensé finalement leur engagement pendant cette période. Ouais. Je vais parler pour Grant Alexander. Nous, collaborateurs de Grant Alexander, il n'y a pas eu de différence non plus, enfin, tout a été maintenu. On a même, dans la période de confinement, pérennisé et ou intégré 5 nouveaux collaborateurs, c'est-à-dire confirmer les périodes d'essai et confirmer les recrutements qui étaient en cours. Il n'y a pas eu d'impact sur les primes et bonus. Ça a même amené notre façon de réfléchir justement à la gratification pour l'année prochaine, puisque nous sommes dans des métiers où traditionnellement la performance financière est évaluée. Et nous avons intégré des éléments qualitatifs appréciatifs, des éléments collaboratifs aussi qui compteront dans la part des bonus. Côté entreprise que j'observe, j'ai un peu une position d'hélicoptère, j'ai pu observer certaines entreprises qui n'ont pas pris en compte la crise, c'est-à-dire qui n'ont pas versé de bonus ou de primes au motif que les résultats n'avaient pas été atteints. Ça a eu un effet délétère. Là, on parle d'engagement, des engagements massifs, perte de sens pour des personnes qui ont très très mal vécu le premier confinement, qui n'ont pas pu exercer leur métier comme elles le faisaient habituellement et comme elles le voulaient. Donc on n'était pas sur un problème de capacité, c'était un problème de volonté, c'était un problème de capacité. Et l'effet, vraiment, est catastrophique. Voilà, là, comment tuer l'engagement, je crois qu'on est sur un beau cas d'école. Je crois que ce sera le thème de notre prochaine conférence. On m'indique que le temps est terminé. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. J'avais sur le chat, il nous reste rapidement, si vous voulez répondre à cette question, concernant le... Bon, alors très vite. Fais la tête, mais allez-y. Dernière question. Sur l'individualisme, la crise rend-elle les collaborateurs plus individualistes? Non, alors Non. C'est rapide. pas du tout. Très rapide comme réponse. Non, C'est pas du plutôt tout. la Au contraire. solidarité Au contraire, qui s'est, voilà, je pense, illustrée Je vais vous pendant donner la période de un exemple. confinement et après. Nous, on a des gens qui ne peuvent pas faire de télétravail, qui sont en production. Mais on a créé une bourse des jours de congé. C'est-à-dire que les employés qui faisaient du télétravail donnaient leurs jours de congé pour les gens de la production qui ont pu, non pas se mettre en chômage technique, mais se mettre en congé pendant cette période. Donc je pense que la solidarité a été augmentée, en fait. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous, la conférence est terminée, voilà, on dit que c'est terminé. Merci beaucoup de votre participation et merci aux participants aussi sur le chat d'avoir posé les questions. Merci. Et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.